C'est un métier où ils ne sont pas là pour prendre la parole. Ils présentent, mettent en valeur les produits, vêtements, accessoires, cosmétiques, par leur image. C'est la définition de mannequin. Alors je me souviens que durant mes études et à chaque fois que je regarde un défilé, je suis marquée par l'allure générale des modèles. Leur posture, cette allure de presque cintre. Ça peut être une intention personnelle, mais c'est souvent demandé. C'est une forme d'exigence implicite puisque l'attention du spectateur doit être sur le vêtement. Alors, il y a eu quelques exceptions venant de certains créateurs, mais elles sont plutôt rares. Jean-Paul Gaultier, par exemple, qui faisait des défilés performance avec des personnes qui n'étaient pas mannequins de formation, des Alexander McQueen, des performances pareilles. Les mannequins entraient dans un rôle qui participait à l'histoire que racontait la collection. Les mannequins faisaient partie intégrante de ce spectacle. Toute leur intention, leur regard, leur démarche étaient habités. Mais de manière plus générale, c'est, on pourrait encore le dire, pas d'expression et le regard fixe. Les modèles sont là pour porter le vêtement. C'est le vêtement qui doit être vu. C'est le produit qui doit être vu. Mais comment le rendre vivant quand l'être qui le porte doit n'être qu'un corps ? Et donc faire disparaître d'autres éléments qui composent son identité, comme sa personnalité, son caractère. Et même, comment rester vivant en tant que modèle, avoir un regard juste envers soi-même si l'on est uniquement jugé sur des éléments esthétiques ? Ce sont des questions qui me reviennent encore souvent. Alors, j'ai invité Cindy Babin, mannequin professionnelle, pour discuter image, dictat, regard et liberté. Bonne écoute. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour tout le monde, bonjour Cindy. Bonjour, Comment vas-tu ? bien et toi ? Très bien, merci. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Enfin, sur Qu'est-ce que la mode ? On s'est rencontrés il y a quelques mois. En janvier, ouais, c'est ça, janvier. Ouais, c'est ça, janvier. Et puis depuis, franchement, à chaque fois qu'on se retrouve, c'est très peu mais très intense et super édifiant. Merci pour ta présence en tout cas sur Qu'est-ce que la mode. Et puis justement, quand on préparait cette interview, on se disait que tu pouvais fêter un anniversaire cette année, 10 ans, que l'aventure du mannequinat a commencé pour toi. Exactement. C'est passé trop vite en vrai. Ouais, c'est ça. Et il s'est passé plein de choses aussi, ouais. Avant de partager ton petit parcours justement, mais ces 10 dernières années là, pour te présenter à nos auditrices et auditeurs, donc tu t'appelles Cindy Babin, tu es mannequin en agence basée sur Paris, j'allais dire pour l'instant. Et te retrouver dans cette activité, c'était pas ton plan A, Non, pas du tout. c'est ça? Ni mon plan B, ni Ouais, rien. ni toi. C'est ça. Alors, pour quelle carrière est-ce que tu te préparais? Pour le sport. Franchement, je voulais faire du sport de haut niveau, de l'athlétisme. J'ai commencé à en faire professionnellement, en tout cas à m'entraîner à l'âge de 12 ans on va dire, 12-13 ans jusqu'à finalement 21 ans. Donc un peu moins de 10 ans, donc j'en ai fait pas mal aussi. Et c'était vraiment ma première passion parce que je me rappelle que toute petite, j'ai commencé à regarder les Jeux olympiques, les championnats d'athlétisme du monde chaque été.
Et mais en fait, aujourd'hui, je comprends le parallèle avec la mode parce que au début, enfin, ce qui m'attirait chez les sportifs, c'était justement leur look. Elles étaient très rapides, effectivement, mais c'était plus leur style parce que je trouvais que même si elles étaient musclées, elles avaient une manière d'envoyer la féminité sur la piste d'athlétisme, au niveau des cheveux, du maquillage, où vraiment elles étaient coquettes et je trouvais justement qu'elles représentaient finalement la femme dans son entièreté. Pourtant, j'avais quoi, 4 ans quand j'ai commencé à regarder, 4, 5, ouais, 5, 6 ans. Et je sais, beh, c'était vraiment la pensée que j'avais et je me disais: «Mais elles sont fortes, elles sont féminines, en même temps elles sont douces». Je trouvais qu'il y avait tout ça en fait en elles, dans juste le sport quand je les voyais sprinter. Moi, je regardais beaucoup les sprints surtout, aussi la longueur, la hauteur, mais c'est vrai que tout ce qui était plus explosif. Mais moi, quand j'en faisais, j'étais spécialisée en triple saut. Moi, c'était les sauts. J'ai commencé avec les sprints, mais après c'était vraiment, tout ce qui est triple saut et je voulais exceller, je voulais, faire du haut niveau. J'envisageais même sport-études. J'avais même été prise en sport-études et c'est vraiment à un mois de la rentrée que tout a chamboulé et que je suis arrivée sur Paris parce qu'à l'époque, je vivais à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous partager les événements ou plutôt, c'est surtout les rencontres, comme tu me disais, qui t'ont amené jusqu'ici? Du coup, ça a commencé, on va dire, donc l'aventure du mannequinat en 2011. C'est après moi, j'aimais les photos. Par contre, ça, j'ai toujours aimé les photos. Je m'amusais à faire des photos avec, mon ami. Je me rappelle au lycée, on organisait des shootings. Donc c'est comme si ça ressemblait à ce que tu allais faire. On organisait des shootings, donc j'aimais vraiment les photos et ma sœur, pour mes 17 ans, m'avait offert un book, justement mon premier book professionnel et j'ai fait quelques photos et après ça, où vraiment on va dire que je me fais repérer, j'étais sur Bordeaux, donc je marchais avec une amie, je me baladais quoi, tout simplement et on passe devant un salon de coiffure et là, il y a l'un des coiffeurs qui court, vers moi alors qu'il était en train de coiffer, donc il abandonne la cliente, il court vers moi et il me propose d'être, modèle pour ses examens. Je crois que c'était le brevet professionnel. Donc on prend rendez-vous. Moi qui aimais les photos, j'allais pas dire non, mais j'envisageais pas du tout une carrière. Pour moi, c'était une occasion de faire des photos avec des pros. Donc on prend le rendez-vous et il me dit: «Bah, viens la semaine prochaine» parce qu'il voulait d'abord travailler mes cheveux, voir si, s'il pouvait s'en sortir parce que enfin, j'ai quand même un volume si vous voyez mes photos et du coup, je vais donc la semaine comme prévu et il s'avère que c'était le salon de la représentante de L'Oréal Paris, mais sur Bordeaux. Ils ont des représentants dans chaque ville et elle, c'était sur Bordeaux et donc du coup, pendant toute la prestation, je voyais qu'elle faisait que me regarder, mais elle m'a rien dit. En tout cas, elle me fixait, mais vraiment même j'étais étonnée de voir comment elle me fixait et c'est comme si elle réfléchissait et elle a rien dit. Donc je finis ma prestation et 2 semaines après, je reçois un appel, donc elle avait récupéré mon numéro avec son employé et elle me propose donc de participer à une campagne de lancement pour les Antilles. C'était pour une nouvelle gamme, capillaire qui était sur Paris, la campagne. Donc à l'époque, moi étant sur Bordeaux, bon le voyage était tout frais payé. Franchement, j'allais pas refuser. Du coup, j'ai accepté et suite à ces photos, ça a mis genre 6 mois le temps que ça sorte puisque bon, il y a tout le temps un délai. J'ai eu pas mal de propositions sur Bordeaux parce que les photos étaient quand même belles donc les gens on va dire que c'est là que c'était mon premier vrai shooting pro et donc les gens ont pu voir aussi, finalement le don, la photogénie que j'avais et même moi aussi m'en rendre compte un peu plus et là, j'ai commencé au début, mais vraiment, au début, c'était vraiment amateur. C'était pas des photographes. Enfin, je peux même plus mettre ces photos-là dans mon book, mais ça a vraiment commencé comme ça sur Bordeaux. J'ai fait, pour le coup, presque tous les photographes de Bordeaux, j'ai shooté avec eux. Bon, il y en avait de bons qui sortaient du lot, mais c'est une petite ville, donc du coup, ça a été comme ça pendant, je sais pas, 2 ans. Donc à un moment, je faisais mannequinat, athlétisme et cours. Oh waouh! Déjà la vie intense. Ouais et mais justement à un moment c'était plus possible et j'avais une amie qui me disait, «Tu sais à un moment va falloir choisir» parce qu'elle avait raison, mais moi dans ma tête à l'époque c'était toutes les 3 sont possibles, mais en vrai c'était juste pas possible. Elle me disait: «Le mannequinat si tu veux faire carrière c'est quand même intense, le, sport si tu veux faire carrière c'est aussi intense, donc les études c'est à côté donc il faut que tu choisisses» et c'est quand je suis arrivée sur Paris donc en septembre 2013 que j'arrive sur Paris et c'est là, on va dire que le tournant vraiment où je me suis vraiment orientée vers la mode où, même la passion que j'avais pour l'athlétisme, elle a commencé naturellement à s'éteindre. En fait, j'aimais toujours, mais comme je te disais quand on préparait l'interview, moi, je suis très, très passionnée. En fait, je peux pas faire quelque chose s'il y a pas un gros objectif et moi, si je faisais du sport, c'était pour faire du haut niveau justement et je me disais que si je fais du mannequinat, c'est aussi pour viser le haut niveau. Je me voyais pas faire les 2 et juste être, on va dire, juste pas médiocre, mais juste être amateur dans les 2. Pour moi, c'était objectif carrière dans tous les cas et donc à un moment, il fallait choisir et c'est là où j'ai vraiment ressenti que c'était le mannequinat parce qu'arrivé à Paris, il y a plus d'opportunités, plus de photographes, un peu plus, pour le coup, plus mode, on va dire et quand j'avais commencé à en faire,
il y a eu d'autres rencontres également. À chaque fois, je me faisais repérer au moins une personne qui était justement à Paris. Je me rappelle que le point de contact, ça a été une créatrice de robes de mariée qui s'appelle Anna Casoir, mais qui fait aussi des robes assez mode. Et du coup, elle connaissait des personnes qui exercent dans la mode. Et ça a été le point de contact où elle m'a vraiment encouragée et elle m'a dit, parce qu'à l'époque, j'avais pas d'assurance. Aucune assurance, aucune estime. C'est aussi pour ça que j'ai choisi aussi le mannequinat après, parce que je voyais que ça m'aidait à savoir qui j'étais. Ça m'aidait à me réconcilier avec moi. Ça m'aidait à parce que franchement, en photo, je dis souvent qu'en une photo, tu peux voir les émotions d'une personne. Bah, toi qui travailles dans l'image, je pense que tu le vois et clairement, en fait, si tu vois mes premières photos, c'est le jour et la nuit. Je les ai gardées pour justement faire office de témoignage. Mais quand je montre à chaque fois, les gens, ils rigolent, ils me disent: «Tu super belle, ça, y a rien à dire, tu photogénique», mais on a l'impression que tu en mode: «Qu'est-ce que tu fais là?» Et c'était vraiment ça. Et quand je vois mon évolution en image, tu peux voir qu'il y a eu un vrai travail, mais qui s'est fait à l'intérieur. Mais ça a été par le canal de l'image. Et en plus de l'image, je me suis réconciliée à mon image, c'est impressionnant parce que moi, je pouvais pas parler comme là, je faisais pas du tout, j'étais très timide, mais je sais pas, la photo m'a aidé à débloquer en fait et j'ai commencé à vouloir m'exprimer. En vrai, ma véritable personnalité est ressortie. Parce que je pense que j'ai toujours été comme ça, mais c'est juste qu'à un moment, les événements de la vie, les blessures ont fait que je me suis renfermée. Et c'est vraiment l'image, la photo qui m'a aidé à finalement retrouver ma véritable identité. Et quand je voyais tout ce positif, je me suis dit, bah, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et j'ai arrêté spontanément l'athlétisme. Ça me plaisait vraiment, mais c'est vrai que je dis souvent que je pense que l'athlétisme a je compare vraiment au mannequinat parce qu'en vrai, c'est la même chose. Je veux dire, une carrière de mannequin de haut niveau, tu dois faire attention, tu dois manger équilibré. C'est le même rythme. Donc, c'est comme si c'était une préparation. C'est juste vraiment comme ça comment je le prends Ouais, pour une la suite. préparation mentale et physique. C'est ça. Et C'est puis, exactement. toutes les rencontres, tu disais que, tu t'étais, tu te voyais, t'ouvrir et en fait, c'est aussi avec les rencontres de chaque photographe. Enfin, le mannequin qui est, pris en photo, il est pas silencieux. Enfin, c'est pas juste, on n'entend pas juste le bruit de l'appareil photo et puis la mannequin qui bouge, toutes les 3 secondes. Il y a un véritable échange donc tu as dû aussi apprendre à t'ouvrir, à discuter, à comprendre le regard du photographe et les attentes aussi de ce contrat et tu parlais même de réconciliation avec toi-même mais ça paraît un peu, contradictoire, dans ce milieu qui normalement juge par l'image donc comment est-ce que tu pourrais approfondir ce point-là? Comment tu t'es vue évoluer, en fait, dans ce secteur? C'est vrai, c'est une question qu'on me pose souvent parce que effectivement, la plupart des mannequins que je connais en plus, ça a été l'inverse. Soit elles avaient de l'assurance, elles rentrent dans le mannequinat et avec les dictats, elles se font casser. Mais ouais, après, j'ai aussi vécu les dictats, on pourra en parler. Mais c'est vrai que quand je calcule, j'ai eu plus de positifs. Mais peut-être parce qu'au début, j'ai commencé en autodidacte. En fait, au début, j'étais pas en agence. J'ai pas eu le parcours, comme je te disais, classique. En gros, je me fais repérer, mais c'est pas la même chose direct par quelqu'un qui bosse en agence et j'entre. Donc, je pense que c'est ce qui m'a préservée, c'est que j'ai commencé donc quelque part seule en autodidacte. Donc, il y avait déjà un travail qui était fait sur moi avant que je commence parce que j'ai postulé chez les agences peut-être 3 ans après ou 2 ans et demi après, mais j'en faisais déjà et il y avait déjà eu ce travail. Et je suis convaincue que si j'avais postulé dès le début, là, j'aurais pas eu, enfin, ça m'aurait encore plus brisé parce que j'avais déjà aucune assurance. Donc, sans assurance, tu arrives dans le milieu de la mode qui est quand même cruel. Il y a du positif, mais qui est cruel. Je pense que là, ça m'aurait vraiment cassé. Mais le fait que je me sois réconciliée déjà avec qui j'étais, et comme j'ai souvent tendance à dire que je peux pas l'exprimer, mais je savais aussi que j'étais faite pour le mannequinat. Bon, tu connais aussi, enfin, moi, je suis chrétienne et je considère que c'est vraiment Dieu qui me parlait, mais je savais ça, je peux pas l'expliquer, même s'il y avait des obstacles, il y avait tout le temps cette voix intérieure qui me disait, ne t'inquiète pas, tu as quelque chose à faire, tu vas être connue, tu as quelque chose à faire dans ce milieu. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a préservée. Donc, ce qui fait que quand je suis allée dans les agences, que j'ai eu droit à ça, hein, trop de formes, surtout pour une ancienne athlète, on me disait clairement, tu as un très beau visage, il n'y a rien à dire, beaux cheveux, mais par contre, la forme, ça va pas le faire. Ça me blessait parce que c'est Le normal, corps, enfin, ah ouais. ouais, Il te c'est séparait humain. en 2 en fait, il prenait Oui, ton visage exactement. mais pas ton corps. Alors que c'est moi finalement dans l'intégrité, mais c'est exactement ça, il séparait en 2.
je vais pas mentir, j'ai quand même pleuré. Il y a parfois où ma première agence, on va dire que j'ai postulé, eux ils ont vu donc mes photos visage, ils m'ont dit de venir. Je suis allée au rendez-vous, ça s'est bien passé, mais en fait ils ont pas osé me dire en face qu'ils voulaient pas et ils m'ont envoyé un mail pour me dire reviens dans un mois, mais juste perds quelques kilos. Et je me rappelle qu'à cette époque, vu que j'avais pris, mais là je savais que j'avais pris du poids parce que je mangeais mal, donc je sais que j'avais pris genre 5 kilos. Je me suis dit pas de souci, je perds mes 5 kilos, je reviens à mon poids de base et je retourne, ce que j'ai fait. Et là, ils m'ont dit, ah non, non, il faut que tu perdes encore plus. Et là, j'ai plus accepté parce que dès le début, j'avais quand même des limites. J'acceptais pas d'être anorexique. Moi, je voulais juste revenir à ce que j'étais, mais j'étais pas prête à perdre plus que ça. Mais faire attention, oui, continuer le sport pour m'affiner, j'avais pas de problème. J'étais prête à faire ma part, mais après, je pouvais pas être transformée. C'est ma morphologie, je peux pas faire plus. Et là, je me rappelle que cette expérience, elle m'a vraiment fait mal parce qu'en gros, c'était vraiment foutu de moi. Ils ont même pas osé me le dire. Ils m'ont juste envoyé un mail alors que ça faisait 2 mois qu'on était en contact. Ah non, finalement, on veut pas. Et je m'étais sentie en gros inutile. Je me dis, c'est quand même Ouais. considéré en fait, même si vous voulez pas. À l'époque, j'allais en cours, j'ai loupé les cours pour venir au rendez-vous et vous me dites comme ça. Je suis revenue à mon poids de base. Et là, ça m'avait vraiment fait mal. Et comme tu dis, surtout que quand tu évolues dans le mannequinat, tu t'en rends compte qu'il y a des profils aussi visage. Donc, au pire, si ça les dérangeait, tu peux commencer aussi par le profil beauté, en gros. Et c'est la fille qui fait que du beauté et qui fait moins de défilés, puisque pour le coup, en plus, je défile même pas. Donc, ça a été vraiment les deux. Mais ce qui m'a aidé à tenir, je pense que c'est parce qu'avant, il y avait déjà un travail et cette assurance que j'avais quelque chose à faire. Tu pas utilisé ce mot, mais je trouvais que tu parlais aussi à une forme d'humilité, parce que tu te connaissais, bah, tu te laissais aussi regarder par l'autre, mais il y a un juste échange aussi. C'est que ça veut pas dire que ça te touche pas et que tu es insensible à tout ce qui se passe. Tu l'entends, tu t'es forgé, au fur et à mesure. Tu n'as tu as pas fait non plus une carapace. Enfin, parce que des fois ça peut provoquer ça aussi et de se dire: «Bon, bah, on se rend inaccessible» mais non et du coup, je trouve que enfin, petit à petit, j'apprends à te connaître aussi, depuis ces quelques mois je vois que, il y a une ouverture et une forme d'humilité, mais une assurance aussi et je trouve qu'il y a une belle, tension entre ces 2 choses et ces 2 comportements et ça, c'est beau et c'est vrai que ça protège énormément. Après, j'ai eu quelques carapaces, mais ça a pas duré, on va dire. En fait, j'ai eu juste quelques carapaces une fois que, bah, quand tu rentres en agence justement et que là parce que je pense que je m'attendais pas j'entendais, quand tu es extérieur, tu entends, mais il faut quand même être dans le milieu pour réaliser que c'est comme on en parlait, qu'en vrai c'est intense. Donc j'ai eu quelques carapaces à un moment, mais c'est vrai que ça a pas duré. C'était plus par rapport à mes employeurs et parce qu'aussi il y a une période de ma vie où j'ai eu de l'acné quand j'avais arrêté la pilule. Donc là, le regard aussi des employeurs change et c'est là où j'ai eu des carapaces parce que vu que c'était mon visage qui était mon atout selon eux, je me rappelle que ma première agence, quand je rentre, ils m'ont prise surtout pour mon visage et ils me l'ont clairement dit. Ils m'ont dit, on va te faire essayer tu vas essayer les castings pour tout le reste, mais vraiment, nous, on mise sur ton visage, tu as une super belle peau, tu peux faire t'as de beaux cheveux. Donc, c'était vraiment pour eux mon atout. Et je me rappelle que c'est juste quelques mois après que, bah, je pense que c'est le stress, arrête pilule, bah, justement, j'ai eu de l'acné et là, par contre, tu vois le regard qui change et bah, tu vois qu'en fait, ils te considèrent juste pour ton visage alors que tu es humaine et qu'il y a tout ton corps et il y a tout le reste. Surtout que les clients n'avaient aucun problème avec même le reste de ma forme parce que j'ai réussi à faire des jobs dès le début autres même que le visage. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des carapaces parce que bah, on te parle mal comme si c'est de ta faute et les clients aussi qui se plaignent des fois c'est pas aussi de leur faute, tu as aussi les clients qui se plaignent mais pour moi, l'agence est censée protéger le mannequin, mais en fait, il me protégeait pas du tout. Il y a une anecdote que je raconte où c'est là où vraiment la carapace s'est créée, c'est que j'avais fait la campagne, je vais pas citer la marque, mais c'était une grande marque et c'était même pas le visage, c'était le corps, enfin tout. Et j'avais eu une petite poussée, mais on voyait rien, c'était des taches, donc maquillée, on voyait pas. Et le client qui dit à mon agence que après la pub, qu'ils vont réduire mes droits à l'image parce que j'avais des taches, alors que j'avais déjà fait la pub. Donc c'était après. Et moi, et l'agence qui me défend pas et qui me dit, du coup, ils vont réduire. Et moi, j'ai trouvé que c'était hallucinant. Et là, je me suis dit, mais en tant qu'agence, vous êtes censé me protéger. Et le fait que j'ai des tâches, ça change rien au fait que c'est mon image, surtout qu'il n'y a aucun close-up au niveau du visage et que là, tout s'est très bien passé. Moi, j'ai vu les extraits, on voit rien. Donc, c'est quand même mon image qu'ils vont utiliser. Ils vont gagner de l'argent sur mon image et moi, on me réduit mes droits à l'image et vous dites rien.
Et ça, là, à partir de ce moment, je me suis quand même créé une carapace suite à ces événements-là. Et du coup, j'étais très froide. En fait, ça s'arrêtait avec tous mes employeurs. Je fais le job, vous me redonnez mon argent, mais très froide et par moments manque de soumission. Mais ça n'a pas duré parce que rapidement, après, je me suis dit que c'est pas la bonne attitude à avoir, justement, parce que ça éloignait encore plus finalement de ce que je pouvais avoir. Et après, j'ai vraiment dû faire une introspection, en fait, profonde et me dire que, bah, de toute façon, même eux, des fois, ils sont voilés. Enfin, quelque part, ils perdent le sens de la réalité. J'ai vraiment l'impression que dans ce milieu, il y a un voile, comme moi je dis. Et je me suis dit, bah, peut-être c'est par ton caractère et par le fait de montrer que bah, ça t'atteint pas, que ça va changer. Et je peux te dire que j'ai vu la différence. Dès lors que j'ai commencé à être plus friendly, bah, j'ai même vu que même eux, ils étaient plus prompts à travailler beaucoup plus sur mes contrats, en fait. Plus à être plus tendre avec moi, tout simplement. Donc, je me suis dit qu'on a vraiment un impact aussi en tant que mannequin, même si c'est difficile de réussir à dépasser tout ça, quoi. C'est fou parce que tu travailles avec, ton image, mais en fait, c'est là, tu parles de comportement, de caractère, de tout ce qui est à l'intérieur et ça me fait penser, qu'on en parlait, quand on préparait l'interview, mais dans le mannequinat, c'est donc on le rappelle, hein, c'est le corps, le visage, parfois, ben, donc les mains, parce qu'on peut être mannequin main, on peut être mannequin pied, enfin ça existe, pour des publicités spécifiques et qui sont l'objet des contrats. Donc donc on engage, notre image, toi tu engages ton image et le contrat est basé sur des critères esthétiques et donc quand on enlève, tout le monde du rêve, de la mode, des défilés ou des shootings, l'ambiance des shootings, bah, en fait, je trouvais ça un peu violent. Je me suis dit: «Mais en fait, on vend, on achète des corps». Et ça peut être super dangereux et ça rappelle, des mauvaises, périodes de notre histoire, de l'histoire de l'humanité et puis tu parlais justement de droits et des lois et de l'agence, leurs fonctions. Il y a des lois qui vont légiférer cette activité et chaque pays a des démarches différentes. Par exemple, en France, on doit acheter enfin une agence doit acheter une licence pas renouvelable, enfin c'est pas renouvelable, c'est indéterminé. C'est pour les moins de 16 ans, par exemple, que je crois que la demande doit être, renouvelée tous les ans. Donc ça, c'est en France, mais par exemple en Angleterre, c'est différent, en Allemagne, c'est différent. Mais c'est fou parce que je me dis donc les refus de contrat, c'est pas comme dans les autres jobs. Normalement, c'est dans un autre employeur va te dire, «Bon, ben, en fait, les compétences ne me vont pas» ou le comportement, par exemple, ou la démarche, l'approche du travail. Mmh, Là, mmh. Là, c'est ton physique. voilà, c'est physique qui, en gros, on va dire, ben, comme tu disais, bah, vous avez trop de muscles, et waouh! Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit: «Mais comment gérer ça, en fait, au quotidien?» parce qu'en plus, tu as commencé à partir de 20-21 ans. C'est là où il y a vraiment plein de questionnements. Même là, à la trentaine, on se dit, ben, le corps aussi commence aussi enfin, continue de changer. OK, c'est plus la croissance, Exactement. c'est fou. Donc comment tu as géré, ces regards, ce dictat? Je pense vraiment c'est de me connaître parce que comme j'ai dit, c'est toute notre vie en tant que mannequin à chaque saison de sa vie. Quand j'ai commencé à postuler les agences au début, je vais pas mentir que c'était inconscient, mais vu qu'on me disait moi ce qui me reprochait, c'était les hanches et les cuisses. Parce que ancienne sportive, bon de base j'ai un peu de hanches léger, bah, c'est ma forme, j'y peux rien. C'est mes os, donc c'était trop de hanches et aussi les cuisses trop dessinées. Et c'est vrai qu'au début je complexais, mais je réalisais même pas. Parce que des fois, je me mettais devant mon miroir dans la douche, ça je me rappelle, et c'est d'ailleurs mon mari qui me l'a fait remarquer. Et genre, je tapais en fait, comme si elles allaient rentrer, mais c'était tellement inconscient que je réalisais pas. Ou alors quand je mettais des shorts en été, je trouvais que j'avais trop de grosses cuisses, alors que les gens me disaient mais c'est beau et tout, mais c'était à cause, je pense, de ce que j'avais entendu clairement que donc. Mais franchement de ce côté, je m'en rendais pas compte et ça me complexait, mais c'était pas non plus comme certaines vraiment qui sont à un autre niveau de complexe. Je me rendais pas malade non plus, mais Mais c'est fou comme les paroles peuvent déjà influencer, ah oui, les paroles, elles influencent. Mais vraiment où moi j'ai perdu toute assurance, comme j'ai dit, c'est vraiment quand j'ai vécu l'acné parce que, bah, pour le coup, je l'ai vraiment vécu comme un rejet même de l'industrie parce que c'est comme s'ils m'ont fait comprendre: «On t'a prise pour ton visage». En gros, tu n'as que ton visage, c'était ça. Et là, bah, ton visage finalement aussi, il est attaqué. Et là, je me suis je c'était une période et c'est très récent parce que c'est en 2019, bah, dès que j'ai enfin 2016 première, après ça s'est calmé et en 2019. Et là, je me suis dit: «Je vais justement affronter» parce que la première fois que j'ai couru pour, reprendre une pilule, j'ai pris la Diane qui je me suis dit: «OK, comme ça je suis tranquille». Mais à un moment, plus j'avançais, justement, on parle du corps, mais j'avais pas non plus envie de détruire mon corps intérieur juste pour une question
de photos. Donc ma conviction, c'était, je sentais qu'il fallait que j'arrête la pilule et parce que ça créait aussi d'autres problèmes, ça décalait mon cycle et je me disais: «Bon, OK, autant supporter ta poussée de boutons que tu vas avoir parce qu'il faut juste que ton corps il se rétablisse pendant genre 1 an, 2 ans s'il faut et après tu es libre». Donc vraiment, je l'ai fait par la foi clairement. Je me suis dit: «J'arrête» et voilà et seulement que j'ai effectivement eu la poussée et là, c'est comme si on m'a rejetée, c'est tu servais plus à rien et là, je vais pas mentir que j'ai perdu quand même toute valeur, toute estime et bon, moi, comme je dis, personnellement, c'est ma foi qui m'aide, donc ça a été vraiment ma foi qui m'a aidée à savoir que j'étais bien plus que D'accord. juste un corps. C'est exactement ça, parce que je pense qu'inconsciemment, même si j'étais équilibrée, humble et tout, à un moment, tu es quand même influencée par le milieu. C'est tellement inconscient et moi, j'ai réalisé quand j'ai eu mes problèmes de peau, je me suis dit: «Mais attends, là, je n'arrive plus à savoir qui je suis, j'arrivais plus à sortir sans maquillage, mais hors même le mannequinat, je pouvais plus me montrer même avec mes proches comme ça», parce que j'avais entendu ça. Mais il y a aussi mes proches qui me complexaient parce qu'ils m'ont toujours vue aussi avec cette peau et je me rappelle que quand je suis retournée en Côte d'Ivoire, il y a un de mes oncles qui m'a dit: «Ah mais maintenant que tu as des boutons, tu as perdu ta beauté» et ça m'a vraiment marquée. Je pense qu'il s'est pas rendu compte, mais du coup, bah, je me cachais. En fait, je me cachais réellement, c'était impossible, tu pouvais plus voir mon visage à nu et ça a été vraiment au travers donc une réconciliation. À un moment, je me suis dit: «Tu peux pas continuer comme ça» et je me mettais devant le miroir et je proclamais, en fait, je proclamais: «Tu as une belle peau, tu as un beau visage, tu es plus que ça» et de mon côté, moi, avec ma foi, je priais et c'est là où je pense qu'il y a quand tu as vraiment une assurance, c'est profond parce que c'est comme s'il y a eu une force clairement et j'ai commencé à sortir sans rien et je voyais les gens me regardaient, mais même avec admiration. Des fois, on m'arrêtait pour me dire que j'étais belle et moi, je me dis: «Ça, c'est un signe, du ciel» parce que j'étais en mode: «Mais, pourquoi on m'arrête? J'ai des taches, j'ai des boutons» et c'était comme en mode: «Mais tu bien plus que ça en vrai, c'est pas parce que ça, c'est passager, ça va passer». Mmh. Et dès que j'ai fait ça, c'est impressionnant, mais j'ai commencé même à avoir des jobs, des clients et c'est comme si en fait, ils voyaient plus en fait même les imperfections que j'avais et elles commençaient vraiment à partir, à disparaître, à et c'est là où je me suis dit: «Bah, je pense que la société va toujours essayer de nous briser en fait, surtout dans ce milieu où c'est le rapport avec le corps, mais ce qui fait la différence, c'est vraiment nous, notre position par rapport à ça». Bon, c'était là, je me dis: «Je fais quoi?» Donc déjà, j'ai accepté et après j'ai accepté, j'ai dit: «Bah, par contre, il faut que je trouve une solution pour réussir à les régler» et j'ai vraiment appris à connaître mon corps. C'est-à-dire au-delà de mon visage, ça a été tout mon corps, apprendre à manger équilibré parce que forcément, ça a un impact sur la peau. Donc souvent, je dis: «Ça a été un mal pour un bien» parce que même aujourd'hui, bah, ça m'aide pour tout et dans le mannequinat, vu qu'il y a le rapport avec le corps et souvent ce que je dis aux mannequins, je fais: «Mais dès lors que vous êtes à l'aise avec votre image et votre corps et que vous savez que vous avez fait votre part, tu fais du sport, tu fais attention à ce que tu manges», mais ils peuvent te dire ce qu'ils veulent, les clients ou les agences. Toi, tu sais que tu fais ce que tu peux. Donc, à un moment, tu peux pas faire plus que ce que tu fais. C'est juste, ça c'est la limite pour s'accepter. Il y a vraiment eu un changement où avant c'était, seulement les critères esthétiques et tout ça et là, il y a une intensité, une luminosité qui s'est dégagée en fait de ton regard et de ton visage, de ton corps, de ta manière d'être et en fait, toi-même tu le voyais, les agents et les agences le voyaient aussi et du coup ça a amené en fait ton activité et même tes prestations, ta façon de travailler, à un autre niveau. Ah, mais complètement. Mais là, même pour te dire, en ce moment, ça va faire 1 an que là, j'ai plus rien. J'ai limite que des contrats beauté. Même les agences, c'est trop drôle parce que, et moi, je vois ça comme un témoignage parce que même quand ils m'ont revue et ils m'ont dit, mais t'as pas fait de traitement parce que j'ai vraiment pas fait de traitement parce que je voulais pas, ça marchait pas. Je l'ai fait vraiment seule, juste en m'observant et avec la patience. Et quand ils voient comment ma peau est revenue, après, oui, comme je suis humaine, donc comme tout le monde, on a des boutons parfois et les filles, elles stressent dès qu'elles ont 2 boutons parce qu'on nous met vraiment une pression et même là aujourd'hui, je vais pas mentir, c'est justement avec la foi, j'arrive à passer, mais des fois quand tu as des boutons qui poussent avant la période, des règles ou quand il fait chaud, ma peau réagit. Il faut tout le temps que je prenne sur moi en fait et que je refasse le processus parce que c'est inconscient, mais il y a le traumatisme, il reste en vrai, il reste encore et je me rappelle que c'est mon mari qui parle pas mal avec plein de mannequins, sur Clubhouse, il y a un groupe de mannequins et il me disait: «Mais Cindy, tu te rends pas compte, tu es forte» parce que quand j'écoute la pression qu'elles se mettent quand elles ont juste un bouton, mais en fait, on a vraiment besoin de profils comme toi pour parler ou d'autres parce il y a une telle pression. Mais là, quand je vais en agence, je me rappelle qu'ils sont épatés parce qu'ils étaient convaincus que j'allais voir un dermato. Ils m'avaient donné plein de dermatos, mais à chaque fois, on me proposait ce que je voulais pas. La pilule, et je me disais, mais non, je suis sûre qu'il y a une autre solution que ça. Et j'ai juste cherché, creusé. Et là, ils sont même étonnés quand ils me voient que, bah, en plus, j'ai réussi à booker des jobs où c'était que le visage en vrai. Et je me dis que, bah, c'est aussi un témoignage, je pense hein, que c'est un témoignage pour montrer, bah oui, elle avait ça, mais
par sa patience, sa persévérance aujourd'hui, bah, elle est quand même prise pour des jobs, où c'est essentiellement son visage qui est mis en avant. Tu cultives une unité en toi-même, avec toi-même et ça, c'est un encouragement, en cette période de Fashion Week. On peut souligner, je ne sais pas s'il y a d'autres, mannequins et modèles qui vont, écouter cet épisode. C'est une période assez dure, assez, défiante, dans un rythme, effréné. On connaît, le calendrier est toujours là de la mode. On a beau, essayer de travailler pour l'instant, c'est une période événementielle assez intensive. Ben, est-ce que tu aurais un mot encore particulier peut-être pour eux, pour cette période? Pour le milieu du mannequinat, ça a été une année très dure parce que, bah, on sait déjà que les mannequins n'ont pas énormément de droits, clairement. Et c'est vrai que même avec aussi la pandémie, bah, il y a beaucoup de mannequins qui sont tombés dans la précarité. En fait, à partir du moment où tu es pas connu ou enfin, ou en tout cas, il y a différentes catégories, il y a différentes échelles à franchir et ça a été très, très, très dur. Bah, ce que je pourrais dire, c'est en tout cas, moi, je sais qu'après, c'est vraiment mon mon mindset qui fait la différence, c'est que j'essaie de pas, enfin, si c'est pour ça que je dis souvent aux filles, si elles ont d'autres compétences autres que le mannequinat, parce que je pense que c'est un métier où il faut quand même préparer sa reconversion parce que justement, c'est tellement lié au corps et on sait jamais dans la vie, je ne le souhaite pas, mais tu sais pas si tu as un accident et comme je dis: «Je souhaite pas», j'annule ma parole, mais il faut avoir des plans B. Donc ce serait peut-être, je pense qu'on a tous des dons et des talents autres que notre physique. Peut-être de vraiment préparer de sa reconversion et de co c'est pour moi la pandémie, c'est vraiment le moment où c'est le moment justement d'y penser et moi je sais que j'ai des projets d'avenir, mais la pandémie m'a fait réaliser qu'en gros, bah, demain n'est pas assuré clairement. On ne sait pas de quoi demain est fait et pourquoi pas essayer de parce que c'est possible, c'est difficile parce que c'est vrai que c'est un métier qui est quand même intense, qui va très rapidement comme tu l'as dit, ça dépend des périodes, mais des fois les filles se disent qu'on peut pas du coup associer les 2. Mais je pense quand même qu'avec de la volonté et surtout de l'organisation, c'est possible. Ça va être difficile, mais avec la foi, c'est possible et c'est vraiment le conseil que je donnerais, moi, c'est pas de se limiter qu'à ça, en fait, parce que c'est tellement aléatoire, tu as des problèmes de peau, tu as ceci, ça ralentit, donc de vraiment puiser en soi et se dire: «Mais qu'est-ce que je sais faire d'autre que ça et qui peut m'aider, en fait, à avoir quelque part une stabilité?» Et à être tourné vers les autres parce que toi, c'est ce que tu fais en fait, tu es, mannequin, mais en parallèle, tu uses aussi de cette, influence et de j'allais dire cette aura, cette luminosité pour encourager aussi, toute une communauté qui te suit. J'encourage d'ailleurs les auditeurs et auditrices à aller, découvrir ton Instagram. Je le mettrai en description, de l'épisode. Ouais et tu encourages donc, via les réseaux sociaux, tu partages tes expériences, et cette, dynamique aussi vers le naturel et tu me parlais aussi tu faisais des ateliers, des workshops aussi, parfois en interne d'agence. Là, c'est récent. En fait, c'est justement une mannequin qui est et je trouve trop bien ce qu'elle fait, qui a créé son association donc qui s'appelle Seams, Seams et en gros, justement, elle donne des conseils donc pour les mannequins parce que alors elle a fait des études dans le social, du coup, elle s'y connaît vraiment dans tout ce qui est droit. Donc c'est vraiment une réponse pour nous, je trouve. C'est super bien ce qu'elle fait et donc elle organise en général chaque mois, bon là, c'est l'été, mais chaque mois, elle organise donc des ateliers à thème et moi, j'ai participé. Le premier que j'ai fait, c'était sur l'estime de soi justement parce que bah, on en a conscience, hein, comme je dis, toutes les mannequins ont eu des problèmes à un moment avec le rapport au corps et c'est justement bien de se retrouver entre mannequins et de partager nos expériences. Déjà, ça aide à s'exprimer et aussi trouver des solutions. Et donc, j'ai fait cet atelier et j'ai fait un deuxième avec elle qui était justement sur les droits du mannequin parce que je connaissais pas du tout mes droits. Donc, elle m'a expliqué et j'ai vu qu'effectivement, on avait des droits. Mais après, c'est très compliqué. C'est pas autant qu'une autre personne, c'est des horaires. Mais elle me disait, mais en vrai, on a quand même quelques droits, mais des fois, par ignorance, on se laisse écraser, on se laisse avoir. Et là, à la rentrée, je sais qu'elle en prévoit d'autres justement, bah, par rapport à ce que je partageais sur, mannequin et entrepreneuriat, donc double cursus. Comment cumuler les 2 et c'est vraiment un échange avec parce qu'il y a des mannequins qui l'ont fait et je connais des mannequins qui ont lancé leur marque et qui arrivent à gérer les 2 donc c'est vraiment des partages et je trouve ça bien justement parce qu'on comme tu le dis, on est tourné vers l'autre et dans le milieu du mannequinat, on a vraiment besoin de ça. Mais par contre, je trouve que la pandémie a eu un point positif à ce niveau. C'est la première fois où je voyais autant de solidarité dans le milieu sur les réseaux parce qu'on était tous dans la même galère, on n'avait pas payé les photographes et du coup là, il y a eu un élan quand même de solidarité. Après, j'espère que ça va perdurer même après la pandémie où je voyais quand même pas mal de gens s'aider. Même moi, j'ai des mannequins qui m'ont envoyé des liens pour dire regarde si tu as besoin de savoir pour payer ça ou il y a même une de mes amies aussi mannequin qui me disait mais moi, je te vois pas comme, comme une concurrente, je te vois comme une alliée pour changer les choses
Et ça, j'ai trouvé bien. Après, c'est vrai qu'il y a certaines mannequins qui sont vraiment dans le délire, qui préfèrent être entre elles. Il y a vraiment les 2 extrêmes. Moi, je le vois, certaines, c'est vraiment, elles te voient vraiment comme une concurrente. Tu arrives en casting, même bonjour, certaines répondent pas, malheureusement. Mais je trouve que c'est bien quand même de voir qu'il y a cette tendance et avec cette association, elle me disait que c'était sa vision, c'était vraiment de générer justement, une communauté, en fait, de mannequins qui se soutiennent, qui se tirent vers le haut et comme je dis, ça passe par savoir qui tu es parce que moi, quand je fais des castings, je me vois pas être en compétition avec les filles. En fait, je me dis, vu qu'on est unique, et ça, c'est avant, au début, j'arrivais et des fois, j'avais des pensées, elles sont mieux que toi quand j'avais pas de l'assurance. Mais maintenant, je me dis réellement, franchement, je fais ce que j'ai à faire. Si je suis prise, tant mieux. Si elles sont prises, bah, c'est que ça devait être elles. Mais ça veut pas dire que je suis moins bien qu'elles. Pour moi, c'est vraiment des alliés, quoi, et que chacune a sa place. Ben, je mettrai, le nom de l'association, Sims en lien et Et sur Instagram, c'est pareil. SEAMS, ouais. OK, super et du coup, de s'encourager les uns les autres, mais c'est le top et puis en plus, aller découvrir ses droits, c'est le plus important. D'ailleurs, c'était le dernier épisode, table ronde de la précédente, saison avec, Audrey Millet, Catherine Doriac et Marie Wattier de Justice in Fashion, donc Fashion Revolution, le livre noir de la mode, enfin Je crois que c'est un livre, non, le livre, noir de la mode? Il faut que je l'achète, ouais. ouais, bah, c'était si tu Ouais. veux, il y a un épisode, interview où on passe en revue, chaque, chapitre. Avec Audrey Millet et oui, justement, on parle souvent des droits. On pense, beaucoup à tous ceux qui produisent les vêtements, mais on pense aussi, très peu à tous les, à tous nos métiers qui sont là, plutôt en Occident. Et donc on parle des fois des stylistes qui sont en surcharge, morale et en train de plus en plus de partir en vrille pour dire, en bref et les mannequins aussi qui présentent les qui mettent en valeur et qui présentent les produits aussi. On pense très peu donc c'est super important donc à tous ceux qui font du droit aussi, il y a besoin dans le milieu de la mode. Ah oui, il y a un fort besoin, très gros besoin. Bah, j'ai une amie justement qui, bah, là, elle vient de commencer. Elle est avocate et elle me disait que, j'étais étonnée, elle me disait: «Mais tu sais que les études, de droit, c'est les mêmes dictates que vous». En gros, elle me disait que c'est pareil, il faut être, vraiment en fait, ils vont prendre, elle me disait que c'est plus facile de décrocher un job en cabinet si tu corresponds aux dictates de beauté et du coup, elle est à l'opposé, elle fait 1,50 m mais pourtant elle a de l'assurance et on partageait ensemble et elle me disait: «Mais, tu sais Cindy, plus tard, moi ça m'intéresse en fait de défendre les droits des mannequins parce que je comprends ce que vous vivez, je suis confrontée et je me dis justement c'est à nous les mannequins». Quand elle m'a proposé ça, je lui ai dit: «Quand tu es prête, bah moi je suis toute oui, tu vois? Si j'arrive à avoir un peu d'impact, mais c'est pour l'utiliser pour des causes comme ça». Et elle me disait: «Mais il y a tout à gagner, s'il y a des mannequins que tu connais, envoie-les vers moi et moi je peux leur expliquer leurs droits et tout». Donc c'est important, ouais. Ouais, ce serait intéressant de la rencontrer aussi Mmh. alors. Merci en tout cas Cindy et je me suis dit, pour terminer, est-ce que tu aurais un livre qui t'a marqué ou encouragé et que tu pourrais nous partager? Ouais, il y en a un qui justement sur le sujet de la mode que j'ai lu. C'est une autobiographie de la première mannequin noire qui a défilé donc pour des grands noms de la mode comme Saint Laurent et c'est Rebecca Ayoko. C'est son autobiographie. Je crois qu'elle a fait un seul livre et ça parle vraiment de tout son parcours de d'où elle vient et comment elle est arrivée dans le mannequinat. Ça m'a marqué parce que on voit au travers son histoire qu'il y a de l'espoir parce qu'elle était, elle est une vie très compliquée, violée à 13 ans, elle tombe enceinte et l'enfant, elle a tout fait pour avorter, mais finalement, bah, l'enfant reste. Et donc, elle avait vraiment des vraies blessures. Elle aimait pas forcément sa fille, ça lui rappelait tout ça. Beaucoup de souffrances, perdu ses parents très tôt et elle se retrouve en fait à la rue en Afrique, au Togo, ensuite en Côte d'Ivoire. Moi, je suis métisse ivoirienne aussi, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça me parle, parce que je connais aussi comment c'est quand tu es là-bas. Mais elle s'est fait repérer déjà par sa beauté, parce qu'au début, elle travaillait juste dans des bars, mais rien de mal en fait. Elle était juste vendeuse et je sais pas, de fil en aiguille, le destin l'a envoyée en France et là, elle s'est fait repérer par sa beauté. Elle s'est directement, dès qu'elle est arrivée, justement, elle s'est fait scouter dans la rue à l'époque. Et là, elle a commencé à travailler et elle a eu une notoriété. C'est bien avant Naomi Campbell, donc une notoriété qui a été fulgurante. Mais d'un autre côté, je crois le livre, c'est Quand les étoiles deviennent noires. Il y a une partie qui est quand même triste et qu'elle met en avant pour que les gens apprennent de son histoire. C'est que, bah, comme elle n'avait pas eu d'éducation, clairement, comme elle le dit dans le livre, pour savoir gérer ses finances et tout, elle a eu la gloire tout d'un coup, mais elle a pas su gérer, en fait. Donc, c'est comme si elle a tout perdu à la fin de sa carrière, limite. Et donc,
Et on voit qu'à la fin, ce qui l'a aidé, c'est vraiment la quête vers la foi. Finalement, elle s'est tournée vers Dieu. Et c'est ça qui l'a aidé à se relever. Et jusqu'à aujourd'hui, apparemment, je sais elle vit encore et qu'elle fait des choses au niveau de la mode, si je cherche, si on regarde. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un beau livre, mais il y avait en même temps des leçons en fait à tirer. Et justement, elle, ce qui l'a aidé à se relever, elle expliquait que c'était aussi des rencontres. Des rencontres à la fin où tu reviens en fait à l'essentiel, comme elle disait. Elle se disait, ouais, la mode, c'est bien, mais elle a tout vu. Elle a vu devant elle, pour le coup, tout ce qui est les extrêmes de la mode, drogue. Elle n'est pas rentrée dans ça, heureusement. Mais elle dit qu'elle a tout vu. Et à la fin, tu te dis, mais tu reviens à l'essentiel en vrai. Donc ça m'a vraiment marqué, surtout qu'à cette époque, j'étais encore dans mes galères au niveau du mannequinat. Et c'était quand même un espoir aussi de voir qu'il y a quand même une mannequin noire, 100%, qui a réussi à faire ça, mais de son histoire, tirer que tu dois apprendre à gérer tes finances. Et moi, de ce côté, mes parents m'ont toujours dit, mets de côté, parce que ça part très vite, en fait. Tu peux très vite tomber dans les extrêmes et dépenser bêtement, en fait. Revenir à l'essentiel. Merci beaucoup, en tout cas, Cindy. On a fait un large panel vraiment comme quoi la mode, c'est pas du tout superficiel. Et j'aime trop écouter les gens comme toi qui travaillent aussi dans ce secteur, et entendre ton parcours de vie m'encourage. Et pareil, moi aussi, ça nourrit mon espérance, et me dire, ben voilà, on est peut-être tous éparpillés les uns les autres, mais en se connectant, en apprenant à se connaître les uns les autres, on peut s'encourager à revenir aussi à l'essentiel, à voir ce qui donne la vie, et à arrêter de se détruire ou de détruire aussi. C'était un peu le fil conducteur de cette conversation. Et merci beaucoup, en tout cas, Cindy, pour ce temps. C'était un plaisir. Au plaisir de te retrouver en vrai. Oui, ça c'est prévu. À bientôt. À bientôt. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul, ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 € par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.